tous. Clément Sapali, donc je fais partie de la société Elé et IJO. Je gère l'agence qui est basée aujourd'hui à Toulouse. Et puis Jérémy qui est consultant Green IT pour IJO. Donc aujourd'hui, on va essayer donc de voir avec vous l'environnement du numérique responsable. Quelle stratégie, quelle démarche mettre en place chez vous, au sein des DSI, avec quels outils et moyens, vraiment pour que ça soit pertinent pour vous. Donc, en sommaire, donc on va faire une petite introduction sur IJO qui nous sommes, ensuite sur le numérique responsable, et puis sur quelle démarche pour avoir une stratégie numérique responsable pertinente au sein d'une DSI. Et on vous étaiera quelques leviers aussi et quelques actions à mettre en œuvre aujourd'hui et demain. Donc IJO, on existe depuis 2 ans. On a été créé pendant la crise Covid. Vraiment, le cœur du métier, c'est d'être à côté des DSI et d'apporter vraiment quelque chose d'important en termes de démarche numérique, les accompagner dans la mesure et les aider aussi à faire toute la partie réduction des émissions à effet de gaz et toute l'offre de services qui peut être autour. Donc aujourd'hui, 2020-2021, on a vu quand même des entreprises qui étaient plutôt sur la mesure, faire le bilan carbone, savoir où elles en étaient. Et petit à petit, les mentalités, la maturité a augmenté et on est aujourd'hui en 2022 sur de la mesure, mais aussi des offres un peu autour. On va avoir, par exemple, les achats responsables, réussir à mettre en place dans les appels d'offres l'ensemble des items et des pondérations pour faire le choix de ses fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs ont tous les labels, mais comment arriver à dégager le meilleur fournisseur? Il va y avoir toute la partie aussi cloud. Aujourd'hui, vous devez sûrement avoir de la AWS, de l'Azure. Comment réussir à avoir votre empreinte cloud propre et comment la piloter? On a aussi des demandes de plus en plus côté archi, infra, avec comment j'arrive à faire de l'éco-conception d'architecture. Il y a des calculatrices qui existent aujourd'hui pour avoir un montant financier pour faire une infrastructure, mais quel est le poids carbone de cette infrastructure? Et on nous demande d'avoir cette vision pour que des décisions d'un point de vue carbone et non pas que financière soient prises aujourd'hui. Voilà. Donc on est aujourd'hui donc à Toulouse et Paris. Un petit préambule sur la partie numérique responsable, très rapide pour remettre dans le contexte. Donc le numérique, on le connaît tous, c'est en expansion, c'est immense. Ça représente aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre du monde, c'est selon une étude en 2020. Et ça n'a pas que des impacts positifs, ça a aussi quelques impacts négatifs de l'ordre du social, de l'économique et de l'environnemental. Et c'est là-dessus en fait qu'on va rajouter la notion de responsable pour essayer d'aller pallier finalement à ces facteurs qui sont négatifs. Et on va dégager aujourd'hui 4 domaines. Le numérique responsable, en fait, souvent on fait l'amalgame de parler de Green IT, mais il y a vraiment 4 domaines qui composent le numérique responsable. Il y a la partie Green IT qui est plutôt côté environnemental, l'IT donc vraiment pour le green côté environnemental aussi, et la partie sobriété et inclusion qui vont plutôt aller chercher les côtés sociaux et économiques. Et donc aujourd'hui, ces 4 domaines cherchent à adresser 3 enjeux majeurs, 3 objectifs majeurs qui sont 1. Réussir à réduire l'empreinte environnementale du numérique. 2. Réussir à réduire l'empreinte environnementale de l'humanité via le numérique et l'usage qui est en effet. Et là, on ne va pas parler de réduction, mais le 3e pan, c'est plutôt arriver à créer de la valeur et faire que justement ces aspects un peu négatifs soient positifs demain et créer de la valeur durable dans le numérique. Il y a plusieurs grands organismes que vous connaissez peut-être, comme l'INR, comme le Shift Project et autres, qui sont là, qui apportent un peu leur pierre à l'édifice et qui mènent la barque très très bien, sur lesquels on s'appuie. Voilà. Bonjour à tous. Alors du coup, pour compléter donc ce sujet, pour continuer, on va dire, sur les généralités, sur les notions de base autour du Green IT, là on fait un petit peu le focus sur le Green IT. On a tendance à mesurer l'impact du numérique selon différents critères. Et on parle beaucoup de multi-critères. Alors dedans, on va avoir le plus connu, on va dire l'impact carbone. En fait, c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, on a plusieurs composants, on a plusieurs gaz. On va chercher à ramener ça en équivalent CO2. Donc on va parler de kilo équivalent CO2. On va avoir également un impact sur la consommation d'eau. Et ensuite, sur tout ce qui sera ressources abiotiques, l'épuisement des ressources abiotiques. À l'heure actuelle,
le Green IT a fait un gros focus sur tout ce qui va être bilan carbone. C'est normal, c'est multicritère. On est vraiment sur une inconnue, sur une problématique avec plein d'inconnus. On va essayer de commencer par un début et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est vraiment sur l'équivalent CO2. Alors pour ça, on a essayé du coup, enfin quand je dis on, c'est pas nous IJO bien entendu. Hein. C'est les différentes initiatives qu'on a eues, notamment poussées par l'ADEME. On a eu un découpage en 3 scopes sur l'analyse d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Scope 1, 2 et 3. Le scope 1 concerne, alors je pense que la plupart vous connaissez ça, concerne les émissions donc directes de l'organisation. Le scope 2 va toucher à tout ce qui va être émissions indirectes d'énergie imputées à l'organisation. Et le scope 3, ce seront vraiment donc les émissions indirectes liées à tout ce qui sera achat et fin de vie. Alors concrètement, dans le milieu de l'IT, je vous ai pris un super schéma que je trouve assez parlant tiré donc de Microsoft. Dans le cas, si on prend un cas d'usage, un data center. Ce scope 1, 2 et 3 vont se représenter de la sorte. Le scope 1, ce sera vraiment la partie opération. Donc l'impact, les émissions carbone liées aux opérations, à la maintenance des serveurs et au final pour faire tourner l'activité. Le scope 2, on va monter d'un cran, on va aller plus sur tout ce qui va être provision d'énergie. Donc tout ce qui sera apport d'électricité, les panneaux solaires, alors là on en parle beaucoup, les panneaux solaires, l'éolien, mais beaucoup aussi d'énergie fossile, hein, on y est, c'est comme ça. Et le scope 3, eh bien en fait, on se met en amont et en aval de la chaîne, ça sera tout ce qui est impact à la fabrication, et dans l'IT c'est très très important, et également la fin de vie des équipements. Le but du jeu, il est d'être sur les 3 scopes. Aujourd'hui, on a énormément de communication, notamment, et pas que, mais notamment sur les acteurs du cloud, en disant ben, c'est super, on est très très bon. On est très très bon sur quoi? Sur quel scope? Menez toujours cette réflexion, c'est très important. Aucun des acteurs du cloud n'est bon sur le scope 3. À l'heure actuelle, on a des acteurs qui vont se pencher sur le scope 1, ils sont plus ou moins obligés. Certains, pour des raisons plus ou moins marketing, et parce qu'il y a aussi une volonté, vont aller vers le scope 2. Le scope 3, personne. Le but du jeu, c'est nous en tant que consommateurs et également décideurs, de tirer vers la prise en compte de ce scope 3. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous, quand on fait une analyse de bilan carbone, lorsqu'on va voir les DSI dans toute la démarche un peu qualitative, quantitative que l'on a, on va adresser plusieurs pans des postes d'émission d'une DSI. Donc ici, vous avez quelques carrés. Donc on va d'abord travailler toute à la partie data center. Donc on va aller chercher la consommation électrique, énergétique. On va aller vérifier un petit peu comment se passe l'infrastructure virtualisée. Est-ce qu'elle est sous-utilisée, surutilisée? Quelles sont les différentes consommations? Ensuite, on va passer sur une partie un peu plus poste de travail, workplace, les PC, les écrans, ce qu'il y a ou pas dans vos armoires, la durée de vie, l'obsolescence. On va avoir aussi la partie, est-ce que vous achetez le matériel, est-ce que vous le louez? Comment ça marche, la partie poste de travail au sein d'une DSI et au niveau de l'entreprise? Toute la partie réseau. La partie plutôt le cloud, donc Jérémy vient de vous montrer le schéma, mais l'idée c'est d'aller chercher donc le IaaS, le PaaS, tout ce qui va être hébergement interne, externe, cloud privé, cloud public, aller aussi challenger les calculatrices aujourd'hui, des calculatrices Azure, AWS qui sont là. Quelle est la pertinence de tout ça? Donc on pourra en parler et en débattre, mais on peut rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Et puis, on va avoir les notions un petit peu de user. Donc, il y a les users internes que vous avez dans l'entreprise. Il va y avoir les bâtiments aussi, où vous avez les users de la DSI, les voyages. Ça peut aller même jusqu'aux voitures de fonction des différents responsables des entreprises, la climatisation, etc., etc. Et le dernier pan qui est pas toujours adressé ou adressable, parce qu'on est plutôt, par exemple, sur des entreprises avec des marketplaces qui vont vendre à des users finaux. Donc là, c'est des choses qui vont être un petit peu moins adressées ou adressables en fonction des entreprises, mais qui sont nécessaires à prendre en compte dans une DSI. Alors pour compléter un peu ce que dit Clément là-dessus, donc quand on voit ces différents périmètres, on pense beaucoup à la partie équipement. Et de base, quand on parle de Green IT, on pense surtout et avant tout aux équipements. C'est pas que, et c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on cherche à montrer là, il y a une grosse part équipe. Dès lors que vous allez chercher à évaluer l'impact d'une solution que vous avez développée, alors oui, il y a la partie équipement, mais il y a aussi le temps équipe.
le temps homme passé à développer et tout l'impact carbone que ces hommes et femmes, hein, grand homme avec un grand H, ont généré autour de ça. Alors pour en revenir à la partie équipement, pour essayer de comprendre un peu quels sont les différents vecteurs d'émissions, on a donc un outil, l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Alors je pense que tout le monde est plus ou moins informé ou calé sur le sujet. Et donc dans l'IT, quand on essaie d'appliquer l'ACV à l'IT, les principaux postes d'émissions carbone, je reste vraiment sur le carbone, c'est la fabrication et la partie utilisation. La fin de vie, je vais la mettre un peu entre parenthèses, parce qu'au final, on est dans un système cyclique, c'est-à-dire que la fin de vie d'un équipement, au final, conditionne l'impact à la fabrication de l'équipement suivant, parce que généralement, quand on lâche un équipement, c'est pour un nouvel équipement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on va étudier l'impact des équipements, on va regarder la fabrication d'un côté, les usages de l'autre, la consommation électrique. Et ce sont deux empreintes totalement différentes et qui vont avoir, on le verra par la suite, des pourcentages de répartition totalement différents en fonction des types d'équipements. Quelques ordres de grandeur. Jérémy parlait de la partie fabrication. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête et retenir, c'est qu'aujourd'hui, un serveur, c'est à peu près 1000 kg CO2. C'est 3 à 4 fois un laptop ou un écran en termes d'impact carbone. Quelques exemples, si vous prenez par exemple un software que vous achetez pour 30 000 €, cette dépense-là, ça sera à peu près 5 fois le coût carbone d'un serveur. Et si on fait un focus sur la partie équipe, comme le disait Jérémy, ça va varier en fait dans le monde en fonction du mix énergétique, en fonction du prix, en fonction de la consommation, en fonction de plein de choses. Et on voit ici qu'il y a un ratio de 4,5 environ entre quelqu'un en France et quelqu'un en Inde. Là-dessus, c'est assez important sur l'impact entre les différentes équipes, notamment ce que disait Clément avec le mix énergétique. On le prend peu en compte, alors que derrière, l'impact peut être très très fort, surtout sur les projets de développement ou de consommation de produits liés à des éditeurs logiciels ou solutions SaaS. Derrière, c'est très pertinent d'aller poser la question de savoir dans quel contexte a été développée l'application et surtout dans quel pays ou dans quelle zone. Voilà. Si vous êtes local, prenez de suite. Hein. Si c'est Toulouse, on est bon. Quoi. Alors, pour illustrer un peu plus cet impact lié, on va dire, plus au mix énergétique, on a pris un exemple que vous avez donc sur la slide. Alors, on a pris deux serveurs. Les deux premières lignes, donc c'est le cas d'un serveur ProLiant 580. C'est un serveur. Voilà. Et en dessous, on a un autre serveur. L'idée, c'est qu'on peut voir la différence entre l'impact du serveur, donc sur la première ligne, qui sera utilisé en Allemagne, et l'impact du serveur qui sera utilisé en France. La partie jaune, c'est l'impact à la fabrication. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça ne bouge pas. Le serveur, il a été fabriqué, il finit dans son pays d'accueil, il est utilisé là. Ce qui est en vert, par contre, c'est l'impact sur l'usage, sur l'utilisation du serveur. Et comme on le voit sur le graphique, alors aussi bien sur le premier serveur que sur le second, l'impact de l'utilisation du serveur en Allemagne est nettement plus important que l'impact du serveur en France. Et ça, la simple raison à ça, c'est dû à la provision d'énergie, au mix énergétique. En Allemagne, c'est principalement des usines à charbon. En France, c'est du nucléaire. Alors, le côté un peu vicieux que l'on a là-dedans, c'est que nous, en France, en carbone, on est super bon. On est vraiment super bon. Je ne dis pas que le nucléaire, c'est super bon. Mais dans les stats, on est super bon. Voilà. Pour vous illustrer donc un petit complément là-dessus, si je sors du contexte français, si on part sur le côté international, c'est pour illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure. D'habitude, on a tendance à dire un serveur, l'impact d'un serveur, on va être sur une règle de 80-20. C'est-à-dire 20% à la fabrication, 80% à l'utilisation. Si on change de terminal utilisateur, si on passe vraiment sur les smartphones, c'est l'inverse. On va avoir 80% lié à la fabrication, 20% lié à l'utilisation. Ça, c'est très important, c'est à prendre en compte pour aussi guider la stratégie dans laquelle on va essayer de mettre en place des axes de réduction. Un client qui vient nous voir en disant moi, je veux baisser la conso électrique des smartphones, juste comme ça, il est où le sens? Le principal levier, ce n'est pas sur la conso électrique, ce n'est pas sur l'usage, c'est sur la fabrication. Questionnons d'abord le besoin. Essayons de voir si on ne peut pas plutôt réutiliser, allonger les durées de vie. L'utilisation seule n'a pas trop de sens. Bien sûr, si c'est le cas d'une application, là, ce n'est pas du tout la même chose. Là, alors, on va s'arrêter un peu sur cette slide parce qu'elle est assez importante. On s'est dit, on est donc dans un atelier où on propose des démarches et des outils pour
voir comment implémenter le Green IT d'une DSI. Donc on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on réponde aussi à la question. On vous présente dans cette slide les différentes approches que l'on va avoir pour implémenter une démarche green au sein d'une DSI. Alors on a deux approches principales. La première, c'est nous qui l'avons appelée comme ça, l'approche top-down. C'est-à-dire que, Clément la décrira un peu plus en détail après, on va faire un point des différentes émissions, aussi bien sur les équipements que les équipes. Le but, c'est de faire un état des lieux. On passe par un bilan carbone ou un diagnostic de maturité. Et ensuite, on va définir une stratégie. Le but, c'est d'avoir une photo macro, avec le plus de recul possible. Et on va définir donc un arbitrage et on va prioriser des actions. Et ensuite, et là j'insiste vraiment sur ça, la réalisation des actions identifiées va se faire selon une approche totalement opposée. Et ça c'est très très important parce que c'est la principale erreur commise par les différents acteurs qui veulent avancer sur ce sujet. Ils vont commencer par un bilan carbone, c'est super. Ils vont se faire un petit diagnostic de maturité pour essayer de se jauger. Limite, ils vont un peu essayer de prendre la température et se faire un petit benchmark pour voir comment ils se situent, c'est super. Mais il ne faut jamais oublier que ça, ce ne sont que des outils. Ce sont des moyens, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est comment j'arrive à la fin à réduire mes émissions carbone. Et pour arriver à ça, le but, c'est de passer de cette vision stratégique à une vision pratique, sur le terrain, opérationnellement parlant, comment on y va. Et là, on se retrouve avec pas mal d'acteurs qui vont se retrouver avec des difficultés parce qu'ils ne savent pas comment passer sur le terrain. Et pour amener une action sur le terrain, pour avoir une vue opérationnelle, on va chercher plutôt à réaliser une approche dite bottom-up. On prend une action et on se focalise sur cette action. Et on se concentre sur cette action et on ne fait que ça. Alors, une illustration un peu de cette action-là, et notamment qui m'avait été donnée par une équipe de développeurs sur les sujets DevOps, la question est de dire, une citrouille, vous la mangez comment? À la petite cuillère, par petites bouchées. Vous ne pouvez pas la manger d'un seul coup. Et le Green IT, c'est pareil. On ne peut pas générer et manger toute la politique Green IT d'un seul coup. On va la découper, cette citrouille, le Green IT, et puis on va attaquer petit bout par petit bout. Et une fois qu'on a fini un petit bout, on va commencer un autre. Et c'est comme ça qu'on avance sur ces stratégies-là. Alors sur l'approche bottom-up, on a deux sous-stratégies. La première, ça va être une stratégie un peu statique. C'est une stratégie peu invasive. L'idée, c'est de dire on va vouloir avancer donc, sur une thématique en particulier, le stockage, l'impact d'une application. Et là, le but, c'est de travailler sur les inventaires équipements, sur le temps passé au niveau des équipes. On va avoir des clés de répartition et on va en définir un peu l'impact lié au développement de telle application ou à l'hébergement de telle application ou à du stockage. Et on a une autre approche qui va être beaucoup plus invasive, mais beaucoup plus complète, et qui n'est pas forcément réalisable tout le temps, c'est l'approche dynamique. La dynamique, ça veut dire qu'on débarque avec nos gros souliers et on y va, on fonce, quoi. On met en place des sondes sur les serveurs, on met des sondes sur tout ce qui va être poste d'alimentation. On va faire des tests unitaires, et de ces tests unitaires, on va les remettre à l'échelle pour remettre sur la volumétrie par rapport à l'activité de l'application en question. Et de là, on aura une vraie idée de la mesure de l'impact carbone. Et après, on va essayer d'identifier des leviers de réduction et on va remesurer. Le but du jeu, c'est de trouver le juste équilibre sur l'application de ces deux sous-stratégies, la stratégie statique et la stratégie dynamique, de trouver le juste équilibre et d'avancer sur ces sujets sans pénaliser non plus les activités. Ça, c'est très important. Faire du Green IT, c'est super, mais pourquoi on fait du Green IT? On ne fait pas du Green IT pour faire du Green IT. Donc sur la partie approche bottom-up dont vient de vous parler Jérémy, donc l'idée c'est qu'on découpe ça en trois volets. Ça peut être une méthodologie, c'est notre méthodologie IJO qu'on a calquée sur certaines méthodologies un peu de software asset management côté LA et côté Orga SAM. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, il y a toute une phase de découverte, de discussion avec la DSI, d'entretien très qualitatif, où on va aller chercher l'information, discuter avec les personnes clés de la DSI. On va aller discuter avec les product owners, on va aller discuter avec, bien entendu, le DSI, avec les personnes qui gèrent les data centers, les hébergeurs, etc., pour avoir une vue à la fois qualitative, donc des choses qui ne sortent pas forcément dans les datas, dans les exports que l'on peut avoir. Et en même temps, on va faire toute cette collecte de données. L'objectif, c'est d'avoir quoi? D'avoir les objectifs du schéma directeur, les difficultés aussi de la DSI,
et d'arriver demain, quand on va faire l'analyse, de prendre un maximum en compte le contexte du client pour adapter le bilan carbone. Donc là, j'arrive sur le pan du milieu finalement. Donc sur ce périmètre, qu'est-ce qu'on fait? On prend les infos, on fait une cartographie. Les différents carrés que je vous ai présentés tout à l'heure, on va avoir une vision plus ou moins détaillée sur les carrés donc de data center, de workplace, de cloud, etc. Et c'est pas grave si on n'est pas à 100% sur chaque carré. Comme le dit Jérémy, c'est petit à petit. Peut-être qu'une fois qu'on aura fait le bilan, on arrivera à dire, bon, ben tiens, les data centers, je pense qu'on a 80-90% de la data, on peut y aller, c'est super important, et on a beaucoup de chance peut-être d'aller faire des émissions carbone. Ça peut être des actions simples, des actions rapides, des actions peut-être à moyen terme, on y va. Donc ça, c'est ce que l'on va établir, en tout cas, quand on fait le bilan carbone. Et le dernier point, c'est le plan d'action, le plan de remédiation, la roadmap. Est-ce que ça s'inscrit dans le schéma de l'entreprise, dans le schéma directeur de la DSI? Qu'est-ce qu'on veut vraiment en faire? Donc ce plan d'action, il est fait en plusieurs, on va dire, catégorisations, sur la slide d'après Jérémy. Merci. Donc il y a plusieurs actions, comme je le disais, dans un plan de réduction. Des choses, ça vous paraît peut-être un peu bateau, mais c'est vraiment l'idée qui en ressort, c'est qu'il y a des actions immédiates, des quick wins, comme on les appelle, où on peut mettre en place des réductions d'empreinte carbone rapides à des coûts assez faibles, en fait. Il y a des actions qu'on va appeler plutôt prioritaires. Donc, c'est des actions où aussi on peut faire baisser l'impact carbone, mais qui nécessitent des moyens un peu plus importants, où il va falloir peut-être revoir quelques processus en interne, mais qui peuvent aider. Et le troisième pan, c'est vraiment quelque chose de très stratégique où il va falloir aller dans les fondements dans l'entreprise, de la stratégie, qui va être des actions plutôt sur le long terme. Là, on est assez théorique sur le plan. Après, on va vous proposer des plans d'action un peu plus concrets. Et l'idée, c'est que pour chaque type d'action, on essaye d'appliquer ce cycle que vous voyez, qui est, on a fait la mesure, on sait où on en est, on planifie les actions, tout simplement, et après, on agit. Et c'est important de vraiment agir, parce que souvent, comme le disait Jérémy, il y a toute la partie on mesure, on planifie, mais on ne fait pas derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à faire, à suivre, et qui peut être fait, par exemple, annuellement, mais pas forcément sur tous les pans du bilan carbone. Peut-être que l'année N+1, vous allez vous focus sur un ou deux volets de votre empreinte carbone pour avancer petit à petit sur ce sujet-là. Une autre erreur qui est aussi souvent commise, alors par rapport à ce cycle-là, c'est la mesure. La mesure est très très importante sur le côté Green IT, alors sur le côté éco-responsable de manière générale. On va avoir des acteurs qui ont des idées très claires sur les actions qu'ils veulent mener, c'est super, c'est génial. Ils vont se lancer dedans, mais derrière, ils ont oublié de mesurer en amont, ils ont oublié de mesurer en aval. Alors c'est super, on a fait l'action, on a fait le plus dur, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a fait le plus dur. Mais derrière, on va avoir du mal à valoriser cette action, on va avoir du mal à communiquer dessus parce qu'on ne sait pas en fait les bénéfices qu'a pu apporter cette action. Voilà. Cette roue-là, elle est tirée notamment de la roue de Deming et notamment issue de la qualité avec notamment la roue PDCA, le Plan Do Check Act. Et le but, c'est d'essayer de reproduire ce genre d'action. C'est très qualitatif. Nous, on l'a allégé. Bien sûr, c'est à chacun de se l'approprier. Mais il faut vraiment penser à je mesure, je planifie, je fais. Et on reproduit. Une action ne s'arrête pas juste à je fais. C'est derrière, je vais remesurer pour voir si j'arrête ou pas l'action. Alors, on vous a donné quelques pistes donc, de plan d'action. Bien sûr, c'est un peu jeté comme ça. Le plus important, c'est d'aller adapter des actions sur des plans d'action au contexte que vous pouvez avoir, aux priorisations que vous souhaitez faire, à l'arbitrage que vous devez faire et aux freins que vous pouvez avoir dans votre écosystème. Et surtout, là, on est sur des actions plus ou moins générales. On voulait surtout donner des idées. Le but, c'est d'aller sur quelque chose de plus détaillé. On va prendre, par exemple, donc, le cas des data centers, les actions que l'on va pouvoir avoir. Ceux qui peuvent se le permettre, c'est notamment agir sur le mix électrique, commencer à parler donc approvisionnement en électricité, tout ce qui va être énergie renouvelable. Après, c'est une question qui revient souvent, très très souvent, et on est en train d'y travailler dessus. Quand je dis nous, c'est pas que IJO, c'est toute la communauté et une grosse partie de la communauté liée à la recherche publique. C'est étudier les bénéfices cloud on-premise. On a des acteurs qui viennent nous voir en disant est-ce que le cloud c'est bien?
Je suis incapable de leur dire sur le cloud c'est bien ou pas. Juste comme ça, c'est impossible, on ne peut pas. Dites-nous d'abord votre contexte, quelle maturité vous avez sur la gestion de vos serveurs, quelle maturité vous avez sur le taux de consolidation de vos VM. Alors là, c'est un peu du jargon pour certains, c'est un peu des gros mots, je m'en excuse, mais le but, c'est d'en comprendre un peu mieux sur le contexte et savoir si le cloud et les bénéfices que vont apporter le cloud, tel qu'on le connaît, vont permettre également d'apporter des bénéfices sur le Green IT. Dire le cloud c'est bon ou c'est pas bon, c'est faux, on ne peut pas. On va avoir également un gros sujet sur la partie stockage. On a des acteurs qui viennent nous voir en disant ok, on stocke énormément de données, est-ce qu'on peut faire mieux? Alors nous, on se disait les mails c'est top, ok, les mails super. Mais avant de parler de mails, est-ce que déjà sur les technologies de support pour le stockage, vous êtes bon? Est-ce que vous utilisez dernières technologies? On a fait des super progrès ces dernières années. On parle de déduplication, on parle de compression, on parle d'archivage, on parle de catégorisation de données. On a des données chaudes, des données froides, des données archives. On va adapter les différentes catégories de données à des supports de stockage adaptés pour diminuer l'empreinte carbone. Ça, c'est déjà des premières actions à faire. Et là-dessus, on va avoir beaucoup de travail parce qu'on a aussi un énorme turnover technologique. Les avancées sont assez impressionnantes, surtout ces dernières années, avec l'hyperconvergence, avec le cloud. Donc, il faut en profiter. On a la partie également end device, donc la partie terminaux utilisateurs, avec un sujet qui est l'allongement de la durée de vie. Alors là-dessus, on a voulu vous donner un petit exemple, parce qu'on parle d'allongement de la durée de vie, ok, c'est sympa, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Si on prend le cas d'un laptop, une durée de vie de laptop, allez, on est parti sur 4 ans. Si on l'allonge d'un an, c'est déjà 18% des émissions carbone en moins. Si on l'allonge de 2 ans, c'est 30%. La partie serveur, elle est moindre. C'est normal, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Un serveur, l'impact d'un serveur, c'est principalement sur la partie utilisation et moins fabrication. Donc, on aura un impact bénéfice si on l'allonge de 2 ans de 10%. Par contre, les téléphones portables, là, c'est un peu le jackpot. Téléphone portable, si on passe de 2 ans à 4 ans, on divise par 2 l'impact carbone, ce qui est colossal. Le but, nous, avec cette diapositive-là, c'est d'abord de dire, juste en allongeant la durée de vie, alors ce n'est pas une opération très technique, mais ça nécessite aussi quand même de la mettre en pratique, mais en allongeant la durée de vie, on a déjà des gestes significatifs importants. Également, donc, à titre d'exemple, toujours sur ce sujet de durée de vie, on vous a montré un peu les tendances actuelles et l'évolution. La bonne nouvelle, c'est que 2015-2017, on n'était pas très bon sur le sujet, on n'en parlait pas trop. Voilà, on était sur des ordres de grandeur pas top. On sent qu'il y a un mouvement, on sent qu'on avance là-dessus. Les durées de vie sont en train de s'allonger. C'est génial, il faut continuer. Et là-dessus, on va avoir un ordinateur portable, alors que la durée de vie, c'était même pas 5 ans en 2017. Le but, c'est d'aller vers une durée de vie de 7-8 ans. Alors, j'ai pris le cas des ordinateurs portables. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est qu'on estime que jusqu'en 2012, les avancées technologiques qu'on avait sur les ordinateurs portables, c'était des avancées dites de confort. Elles apportaient vraiment quelque chose. L'ordinateur démarrait mieux, il était plus réactif, on pouvait faire plus de multitâches. Depuis 2012, c'est fini. On a atteint un seuil de performance tel que, en fait, les améliorations technologiques que l'on va avoir, elles ne vont pas se faire ressentir à l'utilisateur. Alors, l'utilisateur bureautique lambda, bien entendu. Mais du coup, on se retrouve avec des équipements qu'on peut faire durer plus longtemps. Il n'y a aucun souci. Pour conclure sur cette présentation, nous, les messages qu'on aimerait vous faire passer, c'est que, du coup, alors ça on le sait, et c'est pour ça que vous êtes présents ici aujourd'hui, le numérique a un impact fort, il est émetteur, 4% des émissions carbone en 2020, je ne vous parle pas de 2022, et ça va aller en s'accentuant. Néanmoins, on peut faire quelque chose. Une première photo donc, de ces émissions peut être faite en prenant en compte toutes les verticales, et c'est l'approche top-down qu'on va avoir. On fait un bilan global, on prend du recul, on priorise, on définit des actions. Ensuite, on va aller chercher le CO2 dans toutes les activités de la DSI. Comme on l'a vu, on va essayer de raisonner. Et le but, ce n'est pas de raisonner en termes de Green IT, c'est de raisonner en termes d'IT. Quels sont les métiers, quels sont les services, quels sont les secteurs qu'on a en IT, et on avance sur ces points-là. Ensuite, c'est que les connaissances acquises par la mesure permettent d'inclure un volet donc, de sobriété numérique pertinent dans tous les projets. Le Green IT, on l'a partout.
Et là, on a parlé, alors beaucoup équipement, mais on va l'avoir aussi sur les équipes, sur de la gestion de projet. On peut amener du Green IT sur la gestion de projet. Et enfin, dernier message, c'est que l'IT peut également accélérer la transition écologique des métiers, à condition d'effectuer une mesure précise avec un scénario de référence réaliste. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le Green IT, il n'a de sens que si on fait la mesure pour voir les impacts. C'est du développement durable. On fait la mesure pour voir les impacts que cela a et on avance par itération, petit bout par petit bout. Quitte à ce qu'une itération, on la reconduise après parce qu'on n'avait pas tout le périmètre, parce qu'on n'avait pas vraiment une vue de détail. Mais on a lancé la démarche. C'est ça le plus important, c'est lancer la démarche. Merci.